Bonjour à tous, c'est le 7e podcast de l'association Dataring, association de promotion des cultures numériques pour une éducation numérique parce que nous sommes tous des écoliers du web. Alors pour cette 7e édition, nous allons nous intéresser aux données, à l'intelligence économique et à la cybersécurité. Les données constituent un levier de transformation numérique pour les entreprises et un enjeu de création de valeur. La Commission européenne prévoit d'investir pas moins de 400 millions d'euros d'ici 2022 dans un programme de R&D cyber. Mais comment l'entreprise, comment la PME peut-elle appréhender les cyberrisques? Comment peut-elle parvenir à être résiliente? Sans confiance des usagers, aucune gouvernance des données et des territoires connectés ne sera possible. Nous avons la concurrence des États, des entreprises sur la captation de la plus-value associée au développement exponentiel des données. Ils en veulent tous. Développement d'algorithmes, d'IA compétitive, intelligence économique, parce que l'intelligence est avant tout celle de l'autre, course au vaccin, mais pas que. Quelle cartographie du risque pour la PME? Alors je vais d'abord adresser cette première question à mon premier grand témoin. J'ai le plaisir d'accueillir le lieutenant-colonel de la Gendarmerie nationale, Laurent Leberon, qui est chargé de projet sécurité économique et protection des entreprises pour la région Occitanie. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la cartographie du risque pour les PME? C'est la grande inconnue des PME. Les entreprises n'ont pas l'habitude de cartographier les risques, n'ont pas l'habitude d'analyser les risques, en tout cas pas ce type de risque. Et à partir du moment où les entreprises de toute taille, mais plutôt celles qui sont sur notre zone de compétence, c'est-à-dire les petites, les moyennes que nous avons à notre charge, et nous, tant que ces entreprises n'ont pas compris que l'information, la donnée, c'est le sang de l'entreprise, elles auront des difficultés à se protéger. Nous sommes là pour les aider à anticiper, nous sommes là pour les aider au moment de la crise, mais nous sommes là surtout pour dispenser des bons conseils, des actes réflexes, allumer quelques lumières et leur proposer d'être accompagnés par des entreprises spécialisées. Alors, qu'est-ce que l'information pour vous? Alors, les informations sont à la fois des données personnelles, des données professionnelles, en tout cas des données confidentielles qui ne peuvent pas être connues de tous, qui doivent être exploitées dans un cadre qui est défini. Ces données, malheureusement, se mélangent parce qu'il y a aujourd'hui une confusion entre les espaces professionnels et la sphère privée. Et cette confusion des genres amène à avoir une vision de la donnée qui est un peu moins claire. En tout état de cause, je crois que toutes les données qui sont des données financières, des données RH, qui sont des données commerciales, sont des données importantes pour l'entreprise qu'il faut à la fois valoriser et qu'il convient de protéger. Alors, nous avons avec nous Samuel Seth, qui est président de la CPME Occitanie depuis 2019 et qui est président de la CPME au Garonne depuis 2018, mais qui est aussi dirigeant d'un groupe. Et c'est important parce qu'il est la manifestation de l'entrepreneuriat. Selon vous, quelle est la plus grande menace pour les PME? Et puis, en deuxième sous-question, c'est quoi la valeur de votre entreprise? Parce que je voudrais que vous répondiez au-delà de votre mission on va dire, de président de la CPME, mais un retour d'homme sur votre expérience. Quel est le risque? Si je vous parle du risque tel qu'il est analysé, il est inexistant, il n'y a pas de risque, puisqu'il est considéré comme tel par les entreprises, donc il n'y a aucun risque, continuons comme c'est rien. Rendons-nous compte qu'il sera bon de rappeler que 95% des entreprises en Occitanie ont moins de 10 salariés. Et que par conséquent, un grand nombre d'éléments statistiques sont venus analyser ces entreprises, par le fait notamment qu'elles étaient sous-capitalisées, qu'elles étaient sous-staffées et sous-spécialisées. Ça veut donc dire que l'on traite les sujets, non pas dans une démarche constructive, mais bien dans une démarche d'urgence. C'est-à-dire que chaque matin, chaque chef d'entreprise va gérer la plus grosse problématique, puis ensuite celle qui vient après, celle qui vient ensuite après, et de manière... Entre entrepreneurs, on dit qu'on aime bien gérer les merdes, pardonnons l'expression, mais c'est ainsi que les choses sont définies. Rendez-vous compte que des chaînes d'entreprise, des entreprises sont prêtes à dépenser plus d'argent pour protéger un chéquier ou des cabis,
en payant 100 € par mois pour une sécurité anti-intrusion physique et qu'elles n'envisageraient même pas de payer quelques euros pour protéger leurs données qui sont pourtant, sinon l'actif circulant de la société, en tout cas l'élément constitutif du fonds de commerce. Donc ça, c'est le point de départ, si j'ose dire, de l'appréhension du danger dans les entreprises. Donc une sous-estimation de la valeur de l'information, en tant que, sans ces contextes qu'on attribue aux faits. Et ça peut être analysé par des hommes, ça peut être analysé par des algorithmes. C'est par exemple la recette Coca-Cola, une information qui est restée secrète pour autant qu'elle soit accessible et qu'elle reste intègre, avec les 3 piliers de la cybersécurité. Donc on a une sous-estimation, selon votre expérience en tant que président, de la valeur des données, des bases de données, qu'elles soient personnelles ou non personnelles, puisque vos règlements visaient aussi à faire en sorte que les données circulent au niveau des entreprises. C'est pas tant sur la valeur, c'est la valeur notamment. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des lingots d'or, mais si vous savez qu'ils sont au 4e sous-sol d'une banque ultra sécurisée, vous savez que vous aurez de la valeur, mais vous saurez aussi que c'est parfaitement protégé. Donc l'objet à protéger n'est pas assimilé. Le danger de les voir disparaître et le danger de la conséquence de ce qui se passe dans le cas où ils seraient attentés n'est pas appréhendé. Je peux, sans trop partir sur une digression importante, mais j'ai été président des procédures collectives du tribunal de commerce de Toulouse. À ce titre, j'ai vu un grand nombre d'entreprises qui géraient l'ensemble de leurs fichiers clients sur un fichier Excel, par exemple, et qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans capacité de pouvoir facturer, ni de savoir qui avait payé, qui n'avait pas payé, et qui, en rien de temps, se sont retrouvés dans l'incapacité de faire face à leurs dettes et se sont retrouvés en liquidation. C'est la raison pour laquelle, peut-être qu'on en parlera après, et dans l'organisation que je préside, on a commencé, finalement, comme toute démarche entrepreneuriale, à partir du plus dangereux au moins risqué. Et on a commencé à classifier le risque cyber, et de la donnée au sens large du terme, bien sûr, suivant 3 axes. Le premier, c'est la protection du réseau, qui est la partie la plus technique et qui est dévolue peut-être aux grandes entreprises. Le deuxième, c'est la partie ingénierie sociale, sur laquelle on peut plus facilement agir. Et bien évidemment, le troisième, c'est la résilience. C'est-à-dire qu'on part d'un postulat que Facebook, par exemple, qui s'est fait voler encore il y a moins d'un an 85 millions de comptes, alors qu'ils ont 6000 personnes dans le monde dévolues à leur unique sécurité, vient nous pointer un élément important, c'est que c'est pas tant est-ce que je vais être cassé, c'est quand. Donc, plutôt que de se dire je mets beaucoup d'argent dans une protection de réseau, je vais plutôt mettre un petit peu d'argent dans de la résilience, c'est-à-dire dans ma capacité à faire face à un rebond. C'est-à-dire je pars d'un postulat qu'à un moment donné ou un autre, j'aurai un collaborateur qui cliquera sur un lien russe qu'il ne fallait pas, qu'à un moment donné ou un autre, j'enverrai dans une bonne vieille clé USB l'intégralité de mon fichier client que j'oublierai dans le bus. Bref, à un moment donné ou un autre, il se passera des choses pour moi. Comment je peux, et en combien de temps, repartir sur des bases en ayant perdu le moins possible. Et ça, c'est la première base sur laquelle on peut agir. Oui, mais Samuel, vous vous rendez bien compte que ceux qui sont à mes côtés ne vont pas être d'accord avec vous. C'est-à-dire que vous allez peut-être un peu vite sur la résilience. Je suis payé pour ne jamais être d'accord avec tout le monde. Bon, très bien, mais donc l'important, vous savez, le doute, c'est le sel de l'esprit. Donc je vais poser la question à Jean-Nicolas. Jean-Nicolas, lorsque l'on lit les statistiques, on sait que 46% des PME ont, d'après ce que j'ai lu, ont constaté un incident cyber en 2020. Pour vous, quelle est la plus grande exposition et la plus grande menace pour la PME-TPE ? Nous avons compris la vision de Samuel qui nous pousse un petit peu dans nos retranchements en nous disant finalement c'est inéluctable, jusqu'ici tout va bien, soyons résilients parce que de toute façon ça va nous arriver. Quelle est votre position, vous ? En tant que, je tiens à vous présenter, Jean-Nicolas Piotrowski, CEO de iTrust, une pépite en Occitanie en termes de cybersécurité, dont nous sommes tous très fiers. Alors, votre position ? Samuel dit des choses justes aussi. C'est-à-dire qu'il faut les trois, c'est-à-dire prévenir, détecter et remédier, ce qu'on appelle remédier, c'est-à-dire se protéger et puis avoir des actions correctives, des plans de reprise d'activité, etc. Alors, j'allais dire, les problèmes, ils sont classiques, vous les voyez dans les médias, c'est-à-dire que les entreprises qui se font pirater ou qui ont des ransomware ou des piratages ou des vols de données, on en voit beaucoup en ce moment, donc tous les gens sont sensibilisés à ça. La particularité, c'est que il faut qu'on ait une démarche. Il y a des démarches qui existent. Tout est normalisé en termes de cybersécurité, c'est-à-dire que c'est un métier qui existe quand même depuis 20 ans.
sur lesquels on peut aller faire des travaux pour analyser ce que dit Samuel, qui est très juste, c'est faire des analyses de risque. C'est-à-dire qu'il faut commencer par identifier ces actifs stratégiques et mettre en place un plan d'action pour le sécuriser. Alors je dis ça avec des termes un petit peu barbares et ça fait très procédurier, mais en fait c'est très simple. Plutôt que d'acheter plein de solutions technologiques ou de faire travailler plein de gens sur la cybersécurité, il faut déjà évaluer ces actifs stratégiques et puis pragmatiquement monter en niveau de sécurité, effectivement sur la prévention, la remédiation, la détection. Donc ça, alors c'est normalisé, c'est-à-dire que c'est des choses qui existent. L'ISO 9001 et l'ISO 27001 nous l'apprennent. C'est des choses qui marchent très bien. Donc la première des choses à dire, c'est il y a des process, il y a des choses qui existent pour augmenter le niveau de sécurité des PME, des entreprises. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est-à-dire qu'une des problématiques qu'on a avec les dirigeants, c'est ce problème de maturité. Mais c'est aussi le problème quand on va voir un dirigeant, et récemment j'en ai vu pas mal qui m'en parlaient encore, qui me disent « Non mais moi j'ai pas de problème, évidemment, mon directeur informatique me dit que tout va bien, j'aurai jamais de problème. » Bon, et puis c'est ce que me disait l'hôpital de Dax il n'y a pas longtemps. Donc déjà, il faut arriver à se dire « Non, il ne faut pas que je fasse confiance à mes équipes internes, il faut pas que j'écoute ce qu'on me dit, mais il faut que j'aille le vérifier. » Et après, quand on fait ce travail-là, il y a tout un tas de procédures et de choses qui sont très simples à mettre en place, et on arrive à sécuriser les entreprises pour très peu de moyens. Donc ça peut... Bon, les grands groupes ont des gros moyens, mais les PME et les TPE peuvent se sécuriser avec des choses assez simples. Et si je vous donne l'exemple assez typique de... à l'époque, c'était TV5 Monde qui s'était fait pirater, et récemment, il y a d'autres exemples. TV5 Monde, l'impact était de 5 millions à l'époque quand ils se sont fait pirater. On avait évalué, on avait fait une petite étude interne, on avait dit qu'est-ce qu'il aurait fallu pour éviter l'attaque. Et on était arrivé à la conclusion qu'il fallait juste une formation d'une journée au niveau des collaborateurs, un cloisonnement, alors je vais parler technique, un cloisonnement au niveau du réseau, ça aurait coûté 2 000 €, et puis une mise à jour des logiciels, des postes de travail, ça aurait coûté 2 000 € aussi. Donc pour 4 000 €, j'ai évité une perte de 5 millions. Et ça, on le retrouve partout. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un hôpital ou une entreprise qui me dit oui, mais j'ai pas les moyens, et CF, ce que dit Samuel, ok, il y a d'autres priorités, mais j'ai pas de moyens, c'est quoi? C'est que moi, je vais avoir une perte. Si on prend Saint-Gobain, c'est 60 millions, 100 millions de pertes. Si on prend un hôpital récemment qui s'est fait pirater, c'est la première des choses qu'il a fait suite au piratage subi par un ransomware, c'est l'achat de 600 postes de travail. 600 postes de travail à 1500 postes de travail, ça fait 1 million. Est-ce qu'il n'est pas prêt à mettre 50 000 € sur sa protection en termes de cybersécurité? Moi, je pense que si. Mais c'est juste une question de gestion du risque. Donc les dirigeants qui sont souvent entrepreneurs, alors pour ceux qui sont entrepreneurs, le comprennent assez facilement parce qu'ils savent ce que c'est un risque, ils savent ce que c'est comment on gère une boîte. Ceux qui sont entre guillemets plus salariés ont vraiment du mal avec cette notion-là de gestion du risque. En tout cas, notre fonction, c'est de identifier le risque, donner des moyens pour se sécuriser avec des normes qui existent, des choses qui fonctionnent, je le redis encore, qui fonctionnent, parce que l'autre problématique, c'est le dirigeant qui nous dit moi, je ne sais pas si je vais arriver à me sécuriser, il vaut mieux que je me prépare déjà à ne pas être sécurisé. Mais non, aujourd'hui, moi, si je vous donne l'exemple d'iTrust, je touche du bois, je ne le dis pas souvent, depuis 4 ans, j'ai réussi à parer 100% des attaques. 100%. Oui, mais je ne le dis pas trop fort parce que ça va forcément arriver un jour. Non, puis ça peut susciter surtout des vocations. Alors, ce que j'ai... Non, mais on est entre nous. On est entre nous, on reste entre nous. Mais ce que je voulais vous entendre dire, c'est quand je vous pose la question de quelle est la plus grande menace pour les TPE et les PME, c'est qu'on assiste à une véritable professionnalisation des cyberattaques avec véritablement ransomware as a service. C'est de ça dont je voudrais qu'on parle. Parce qu'aujourd'hui, il est assez simple de pouvoir acquérir un outil servant à faire du ransomware et qu'aujourd'hui, du citoyen lambda à la TPE, en passant par la PME et au gros groupe, on est tous concernés. Que la vulnérabilité de la PME, elle existe et qu'effectivement, on ne va pas baisser les bras, Samuel, mais vous avez raison, elle doit être peut-être plus résiliente que les autres et peut-être qu'elle y arrivera plus vite que les autres parce qu'elle est plus agile. Il y a ça aussi, et qu'elle sera peut-être moins perdue dans les méandres décisionnels kafkaïens parfois de la prise de décision, ce qui pose problème en France, de la prise de décision. Mais moi, j'ai envie de poser des questions à mes ingénieurs informaticiens ci-après désignés. C'est la distinction aujourd'hui, véritablement, sur les plus grandes menaces. On a 2 types de failles. On a les failles D0, qui sont des failles qui ne sont pas encore répertoriées,
Et on a les failles qui sont connues, c'est-à-dire les distinctions entre obligation de résultat et obligation de moyens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Parce que les failles qui sont documentées, qu'on connaît, et donc vous les connaissez, ces failles qui sont documentées. Donc là, dans la PME qui est exposée à un risque sur une faille qui est documentée, là, il y a une obligation quasiment de résultat. Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? Frédéric Olivier, DPO de Iron et ingénieur informaticien de la société Totem Numérique, qui a l'habitude de travailler sur ces sujets. Donc. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que beaucoup de failles sont documentées, c'est clair. Les failles sont documentées. Néanmoins, les gens ne font pas leur boulot. Les logiciels ne sont pas mis à jour. Il n'y a pas de réactivité parce qu'il n'y a pas de sensibilité à ces sujets-là. On a beau avoir les meilleurs outils du monde, l'outil ne fait pas tout, c'est ce que je dis souvent. L'humain est la première des sources de failles. Donc, on nous vend des failles 0D, c'est-à-dire des failles qui valent très cher, qui n'ont pas été exploitées, qui ont peu été communiquées. Qui officient comme des signes noirs, c'est-à-dire qui correspondent à des événements imprévisibles, dans le prolongement de ce que disait Samuel, c'est-à-dire que face à cela, je suis obligé d'être résilient, on ne les connaît pas, je ne sais pas comment réagir, puisque je ne sais pas gérer un problème que je ne connais pas. C'est un métier, c'est une culture. Donc, au-delà d'aller chercher des choses extrêmement sophistiquées, la plupart des attaques se produisent sur des choses extrêmement simples, des matériels obsolètes, pas mis à jour, pas suffisamment fréquemment, pas régulièrement, des sauvegardes qui sont défaillantes, etc. Donc, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. C'est un travail de tous les instants. Il faut être résilient. Je rejoins ce que disait Samuel. Il faut se protéger. Je rejoins. Donc là, le matériel, également. la pierre angulaire pour toi? Non. L'humain est la pierre angulaire. Le matériel est un outil. L'humain, c'est celui qui doit piloter. On ne parle pas d'intelligence artificielle ni quoi que ce soit. L'humain doit être aux commandes et doit être en pleine conscience de ce qu'il fait. Alors, je vais poser une question dans le prolongement de cet état des lieux, puisqu'on en est au stade de l'état des lieux, à Pierre-Yves Bonnetin, qui est expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Toulouse. On en a peu des experts judiciaires. Avez-vous eu beaucoup de dossiers, puisque le temps judiciaire est long? Alors, sur la Cour d'appel de Toulouse, en expert judiciaire au pénal, on est 3. Globalement, je parle en informatique. En informatique, on doit être un petit peu moins d'une dizaine au total, mais la majorité font du civil. Et sur l'ensemble de l'Occitanie, sauf erreur, à faire du pénal, on doit être 5 pour peut-être une quinzaine, mais je pense moins d'une vingtaine au total d'experts judiciaires en informatique. Donc effectivement, on est relativement peu nombreux. Et de votre expertise, dans ce que vous avez pu avoir à gérer en tant que cartographie de l'information comme actif essentiel de l'entreprise, puisque je crois savoir que vous intervenez beaucoup en matière de logiciels, sur la cartographie de l'information ou la cartographie des actifs immatériels d'une entreprise. Alors, j'interviens effectivement, mais ça, c'est dans ma vraie vie professionnelle, c'est pas en tant qu'expert judiciaire. En tant qu'expert judiciaire, j'ai vu relativement peu de dossiers liés à la cybersécurité ou aux cyberinsécurités. Ça peut être pour plusieurs raisons. Les gros dossiers sont généralement regroupés sur d'autres régions ou peuvent être traités par d'autres tribunaux ou par des instances comme la gendarmerie ou la NSSI. Donc, à ce moment-là, on les voit pas. Alors, donc au niveau judiciaire, peu de choses à dire. Je sens personnellement qu'il y a un frémissement, c'est-à-dire que ça va finir effectivement évidemment par arriver un jour ou l'autre. J'ai eu une fois un dossier de ce genre-là qui était un dossier de piratage, mais j'étais là, ce qu'on appelle expert de partie, j'étais payé par le plaignant en l'occurrence pour établir son préjudice dont il allait demander réparation bien évidemment auprès du tribunal. Mais donc très très peu de dossiers. D'une manière générale, donc dans la vie informatique classique, il y a relativement peu d'entreprises qui font une cartographie de leurs données, une cartographie de leur patrimoine informationnel. Alors les grosses entreprises le font évidemment, le font et en général le font bien, mais dès qu'on descend en dessous d'un seuil, je dirais 50 entreprises et 50 collaborateurs et en dessous, c'est beaucoup plus rare, sauf le jour où elles prennent un carton.
D'accord. Donc en fait, comme on le disait tout à l'heure, parfois on se focalise un petit peu sur la Lune, hein, mais l'imbécile regarde le doigt. C'est ça en fait ce que vous êtes en train de nous dire. C'est-à-dire qu'on a du mal à identifier l'objet de la protection et on sous-estime ce que nous avons en patrimoine immatériel et informationnel dans la chaîne de valeur. C'est tout à fait ça. Malheureusement, l'expérience est une enseignante extrêmement exigeante. Les entreprises, y compris des toutes petites, qui ont pris typiquement un rançongiciel, là comprennent l'importance de leur patrimoine informationnel et simplement de leur capacité de production. Hein, parce que si vous enlevez l'information, si vous enlevez le système d'information, il n'y a peut-être rien de confidentiel dans l'information, dans les données en elles-mêmes, mais on ne travaille plus. Mais il y a trop peu, à mon sens, d'entreprises qui sont conscientes de ça avant que le boulet soit passé très très près d'eux, malgré toutes les actions de sensibilisation qui peuvent exister par ailleurs. Donc on est tous d'accord sur le constat. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter à cela, Monsieur Leberon? Tout simplement qu'il faut anticiper. On est typiquement sur l'allégorie du dentiste, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'aller le voir quand on a mal et en l'occurrence, il faut là venir voir tous les acteurs qui permettent à l'entreprise d'éviter d'avoir mal. Alors comment on peut faire ? On peut venir voir les forces de l'ordre qui, selon leur organisation, peuvent préparer l'entreprise, éveiller l'entreprise, élever le niveau de vigilance et ensuite avoir une relation de proximité avec elle, de manière à ce que lorsque l'attaque survient, on gagne du temps et on puisse travailler correctement. Naturellement, sur le cas des rançongiciels, il est hors de question de payer parce que sinon, ça va se reproduire. Donc on a sur la position de AXA sur les cyberrisques, qui est très intéressante parce qu'elle est récente, hein, qui refuse maintenant de payer les rançons. C'est un signal fort et d'ailleurs le Sénat s'en est emparé en envisageant même d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire d'interdire le paiement de ransomware. Alors là, c'est un signal aussi pour nous en tant que professionnels, que ce soit les avocats, que ce soit les experts, que ce soit les prestataires de services ou les présidents on va dire de syndicats. Pour les PME, la PME elle a besoin d'être défendue. Mais pour autant, est-ce qu'on ne se rend pas compte dans une société de l'information, de la dataïfication, du fait qu'au nom de la facilité d'utilisation, peut-être que quelque part, on a facilité l'utilisation de nos données, on a sous-estimé le risque. Comment on va faire là ? Est-ce qu'il ne faut pas revenir à un certain nombre de règles de base, comme la leçon peut-être d'OVH avec cet incendie, c'est-à-dire que l'immatériel, ça n'existe pas, et qu'il faut peut-être aussi minimiser les données, avoir des réflexes de bon sens sur le matériel, effacer, avoir une hygiène informatique, et au premier rang desquels peut-être nos administrations. On a vu le test, et je vais vous en parler avant de vous redonner la parole, c'est Bercy a fait l'objet d'un test grandeur nature sur une tentative de phishing qu'on avait appelée Emma Bovary. Ils ont reçu, tous les fonctionnaires, des faux mails d'Emma Bovary, et 30 000 ont répondu quand même, entre 10h et 11h, 30 000. Donc le réflexe de base, la sensibilisation des acteurs, et quoi d'autre ? Mais c'est la pierre angulaire, c'est ce que disait Frédéric, on est sur de l'humain et il faut travailler l'hygiène digitale. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut travailler l'hygiène digitale avec l'ensemble de l'entreprise. C'est pas seulement le chef d'entreprise, ce sont tous les salariés. Parce qu'à partir du moment où on essaie de visualiser une chaîne, c'est forcément le maillon le plus faible qui va craquer. En l'occurrence, il faut absolument sensibiliser tout le monde. Et ça permettra de faire quoi ? Ça permettra de sortir du déni, ça permettra de sortir du propos qui a été évoqué précédemment, je ne suis pas concerné, c'est bon pour les autres. Et à partir de ce moment-là, on va verser dans la lucidité. En ayant cette approche globale, on pourra cartographier donc les données. Et puis, si on prend le cas de ce qu'a mis en place la gendarmerie, on pourra par exemple proposer un diagnostic de sécurité et une analyse de maturité des systèmes d'information. Alors là, il n'est pas question pour la gendarmerie de se substituer aux entreprises et aux cabinets qui font ça très bien. C'est juste l'idée d'allumer les lumières et de dire voilà, monsieur le chef d'entreprise, monsieur le dirigeant, voilà où sont les priorités pour vous. À vous de vous faire accompagner de manière à régler ce problème le plus rapidement possible, parce que là, vous êtes vraiment vulnérable. D'accord. Savez-vous ce que disait Bismarck ? Bismarck disait que, non mais c'est important, la guerre préventive, c'est se suicider parce qu'on refuse de mourir. Alors, je vais poser la question
à Jean-Nicolas Pietrowski. Est-ce qu'on n'a pas autant de châteaux forts que de châteaux de sable? C'est-à-dire que la course aux armements entre les hackers et les DSI, est-ce qu'elle n'est peut-être pas sans fin? Je sais bien que c'est un business model, puisque je vois 13 milliards de chiffres d'affaires sur la cybersécurité en France. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Je te remercie pour la question, France. Alors, si je comprends la question, c'est plutôt est-ce qu'on ne sera pas toujours en retard par rapport aux attaquants, c'est ça? Ben oui, c'est ça. Château fort, château de sable, c'est-à-dire qu'on fait une course sans fin. Alors, oui, et on sera toujours en retard, en fait. La seule grosse différence, c'est que depuis 4 ans, le gros problème qu'on a, c'est qu'on est très très en retard par rapport aux attaquants. Et parce que les attaques se sont professionnalisées, les ransomware et les groupes, les groupes de pirates se sont professionnalisés, c'est des vraies mafias. Il y a une trentaine de groupes dans le monde qui sont identifiés, qui sont suivis. Donc, on avait un gros décalage. D'où en fait, il y a deux choses qui sont produites depuis 4 ans, 5 ans. Depuis Stuxnet, si tu m'autorises à faire un historique. Stuxnet, c'est quand il y a eu, c'est l'histoire récente de la cybersécurité. C'est quand les centrales nucléaires iraniennes ont été attaquées par alors c'était pas un ransomware, c'était un malware. Et les techniques d'attaque ont complètement évolué pour mettre en place des attaques inconnues, indétectables, nouvelles, qui n'allaient pas cibler l'ensemble de la population et des entreprises, mais cibler des choses très spécifiques. Donc alors je me souviens plus de l'année de Stuxnet. Pierre-Yves, tu pourras m'aider, mais 2016, ouais, 2016, 2015, et là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Professionnalisation des attaquants, mafias qui sont mises en ordre de marche, voire même pilotées par des États derrière, en cachette. Le grand jeu en ce moment, c'est par exemple de faire croire que toutes les attaques viennent de Chine et de Russie, donc tous les hackers avec un H, passent par la Russie et la Chine pour faire croire que ce sont ces pays-là qui attaquent. Donc, il y a professionnalisation et il y a nouvelles techniques d'attaque basées sur justement le fait qu'on va permettre à des malwares, à ce qu'on appelle des bots ou des zombies, c'est-à-dire des programmes malveillants qui vont rentrer dans les systèmes d'information, tourner pendant longtemps, récupérer de l'information, la sortir, la voler, voire même avoir une action de ransomware, c'est-à-dire à partir du moment où ils sont installés partout dans le système d'information, chiffrer et demander une rançon. Donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis cette période-là. Avant, le hacking et le piratage était plutôt quelque chose de dévolu à du challenge intellectuel, à gagner un peu d'argent, oui, mais c'était plus du challenge. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de services de renseignement de gouvernementaux qui recrutaient ces hackers parce qu'ils étaient bons. Donc en fait, l'idée, c'était de montrer qu'on était bon. Bon, les choses ont beaucoup évolué. Donc depuis 4-5 ans, la clé c'est quoi? C'est qu'on est très en retard parce que nouvelles techniques d'attaque et professionnalisation des attaques. Et en fait, tout le marché de la cybersécurité, des protections ou des professionnels de la cybersécurité, s'est jamais remis en question depuis 4-5 ans, peut-être un peu maintenant, parce que notre modèle de protection, qui est basé sur les années 80, plutôt 80, a 30 ans et a toujours fonctionné. Et là, il ne fonctionne plus du tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez des attaques, des entreprises qui se font pirater, des ransomware qui marchent, parce que tout a changé. Et on n'a pas passé ce cap-là. Et ce cap-là, il est assez simple, en fait. Il est de rehausser notre niveau technique par des nouvelles technologies, et puis, effectivement, de s'appuyer aussi sur la sensibilisation et l'humain, parce que ça reste la clé. Mais ça n'a jamais été fait. Pourquoi? Parce que 80% du marché de la cybersécurité, des acteurs de la cyber, c'est quoi? C'est de la vente de firewall et d'antivirus. Donc vous n'allez pas expliquer à un Kaspersky, un Train de Micro, un Sophos qu'il faut changer de modèle alors que 100% de leur chiffre d'affaires est réalisé sur la vente de ces produits-là. Donc personne n'a vu venir le problème. Aujourd'hui, on est en train de prendre le relais de s'apercevoir qu'il faut des nouvelles techniques, il faut un nouveau dogme, c'est-à-dire de la défense en profondeur et non plus de la défense périmétrique. On pourra en discuter, mais c'est de la défense en profondeur qu'il faut. Et tout le monde est en train de comprendre ça. Donc maintenant, il y a une évolution. On est en train de rattraper notre retard. Je finis. Et là, ça va mieux se passer. Mais effectivement, on n'échappera pas à la phase d'après il va y avoir d'autres techniques, il va y avoir d'autres attaquants et on sera encore en retard. Et en fait, c'est des marches d'escalier qu'il faut franchir. Pourquoi? Pour la clé étant qu'il faut juste inciter les attaquants à aller voir ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais protéger à 100%, mais il faut juste leur dire, écoute, moi je suis assez sécurisé,
va voir le voisin. Va voir le maillon faible. Il y a ça. Et est-ce que, quand on regarde, on va dire, le nouveau groupe là, qui est intervenu depuis un peu moins d'1 an, Darkside, qui a même un centre de presse. Donc là, on est sur le marketing de la peur. Il semblerait même, ils avaient des opinions où on n'a pas bien perçu la finalité au départ, qui semble-t-il était de faire payer plus cher aux Américains le prix de l'essence à un moment donné. Après, ils ont été marketés leur attaque. C'est ça qui est nouveau, c'est-à-dire que maintenant, même les hackers marketent la façon dont ils attaquent. Alors, donc ils là, sont tellement bons, et ça devient vraiment professionnel, c'est-à-dire qu'ils sont tellement bons qu'ils lancent des attaques qui vont avoir une influence sur la bourse, et donc ils vont acheter, vendre des actions ou vendre des stocks pour anticiper sur une crise. Et c'est là où ils sont très forts. Et là où ils sont encore très forts, tu en parlais tout à l'heure, c'est le fait qu'en plus, les malwares qui sont créés deviennent des franchises. C'est-à-dire que maintenant, tu as des groupes qui ont créé un malware et qui vont dire écoutez, maintenant, l'autre groupe de hackers, vous avez le droit d'utiliser mon malware, et je prendrai 5% de toutes les rançons qui vous seront payées. Donc ça devient très professionnel. C'est ça qui est assez extraordinaire. Mais donc on n'est pas dans un monde plus sûr. Donc l'approche Zero Trust, elle est trop chère. Enfin, je voudrais avoir le témoignage de Samuel là, sur cet aspect-là. Est-ce que c'est accessible pour la PME, vu ce que j'entends ? Ça l'est d'autant plus difficilement accessible qu'il existe un très gros écart entre les analyses qui sont faites souvent par le milieu et la réalité du quotidien. On peut commencer de manière bête et méchante. On peut se dire que chaque entreprise, lorsqu'elle a un incident, elle respecte l'ensemble des termes prévus par le RGPD de mai 2018 et qu'elle prévient l'ensemble de ses clients, qu'elle prévient l'ensemble de ses fournisseurs. L'expérience nous montre qu'elle préférera ne rien dire, ne pas porter plainte, mettre ça sous le tapis, en priant le ciel que personne ne s'en aperçoive, parce que d'une part, il pourrait y avoir un risque avec je ne sais quel expert qui pourrait être mandaté pour pouvoir détecter qu'aucune obligation de moyens n'a été mise en œuvre, à la limite partons sur les obligations de résultat, mais aucune obligation de moyens n'a été mise en œuvre et qu'à ce titre, la société se retrouverait nue une fois la main retirée. Et donc, la disproportion des pénalités encourues, le fameux, rappelez-vous, là, les 4% chiffre d'affaires worldwide en cas de non-respect d'un certain nombre d'obligations. Outre les recours juridictionnels, oui. Outre les actions de groupe pour avec faire des avocats, EasyJet. exactement, avec des cabines d'avocats spécialisés, plus teigneux les uns que les autres. 9 milliards, teigneux. 9 milliards sur l'action de groupe contre EasyJet, je crois. On est bien d'accord. Ça, c'est le premier élément. Une fois qu'on a compris ça, on comprend donc le quotidien et l'intérêt d'un chef d'entreprise. D'accord ? Et si on veut... Ce n'est que ça, finalement. L'entreprise, l'activité commerciale et les échanges commerciaux, ce n'est qu'anticiper une forme d'asymétrie d'information et de se mettre à la place d'un potentiel client. Donc, si on se met à la place d'un acteur, on comprend que ce dernier n'a aujourd'hui pas intérêt à... Je dis bien, je parle de manière froide et pragmatique. N'a pas intérêt. C'est le premier élément. Le deuxième, on dit, oui, on ne paie plus les malwares. C'est pas vrai, il y a deux mondes. Il y a le monde des grands groupes qui mandatent des avocats qui discutent avec d'autres avocats pour payer et pour se sortir de situations beaucoup plus simplement. Et puis il y a les manants, ces fameux 95-98% que nous sommes, qui avons cliqué sur le mauvais bouton et devons payer, je ne sais, 1, 2 ou 3 Ethereum ou 1, 2, 3 Bitcoin, etc. Ensuite, il y a un autre malentendu. C'est le malentendu et l'écart qu'il y a encore, même s'il tend à se réduire, entre les techniciens et les utilisateurs. Puisque dans mon entreprise, même s'il n'a rien à voir, j'ai 8 informaticiens et développeurs, on a des centres dans toute la France, etc. Et ils ont coutume de dire que le principal problème que nous rencontrons se trouve toujours entre le clavier et la chaise. Et qu'à ce titre, finalement, la principale difficulté, ce sont ces utilisateurs qui ne font pas ce qu'ils devraient faire, qui mettent des clés USB là où il ne faudrait pas. Je vous raconterai, si vous le souhaitez, un petit test préambule que nous avons fait pour certaines formations que nous dispensons, en posant des clés USB un petit peu partout dans la ville et qui lancent des pings. Et ça va vous rendre fou. Vous allez voir que n'importe qui met n'importe quoi, pour autant qu'on mette une petite étiquette sur la clé USB avec saison 10 de GOT, alors qu'il n'y en a que 9. Ou 3X bien disposés pour montrer qu'il y a forcément des films intéressants à l'intérieur. Mais pour revenir sur ce que vous dites, je pense qu'il y a aussi un problème toujours de gestion du risque. Jean-Nicolas, à juste titre, dit « mais enfin, il est regrettable de ne pas dépenser 4 000 € pour en protéger 5 000 ». Je pense que dans la décision du chef d'entreprise, il faut rajouter dans la décision de dépense la notion de probabilité. C'est-à-dire qu'on a la certitude de dépenser 4 000 € face à la probabilité de perdre 5 millions.
Et donc, lorsque la probabilité de perdre 5 millions face à un risque est largement inférieure à la certitude de payer 4 000 €, on ne prend pas la décision de payer 4 000 €. C'est ce qui se passe au quotidien. Donc, lorsque Jean-Nicolas, que je connais très actif commercialement et avec une société très conquérante, doit intégrer que ces petites entreprises-là, dès lors qu'elles pourront se payer quelque chose, il y a un seuil qui est dans j'ai envie de dire, le cerveau reptilien, hein, celui de la survie de chaque entreprise, un seuil de dépenses que ce dernier est capable de payer. 4 000 €, par exemple, vu la taille de mon entreprise, je suis prêt à les payer. 40 000 ou 50 000, comme le proposent certains groupes, je ne le suis pas. Et donc, France, c'est l'objet de certaines discussions que nous avons déjà eues. C'est-à-dire, il existe un marché, mais je crois que iTrust s'y consacre aussi, hein, donc il y a de très belles perspectives pour lui. Je pense qu'il existe un marché de ces petites entreprises qui sont prêtes à dépenser des milliers ou des centaines d'euros, hein, donc c'est pas beaucoup, que ce soit, et pas par mois, hein, à l'année. Et il y a un marché pour ces entreprises-là, comme il y a un marché pour les entreprises qui sont prêtes à payer des pen tests à 50 000 € ou plus que ça, etc. Et donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas raisonner en termes de probabilité, mais qu'est-ce qui va constituer pour moi un avantage compétitif qui va me faire échapper à la prédation peut-être d'une information qui est capitale pour moi, la valeur temps. Qu'est-ce que je vais protéger dans mon entreprise? Et ce n'est pas forcément uniquement de la cybersécurité, c'est pour être résilient, et ce qu'on a dit au tout départ, c'est quel est l'objet à protéger, comment je vais le protéger, quelle documentation je mets en place. Et il y a des dispositifs qui sont peu chers, qui sont des dispositifs contractuels pour les données non personnelles, les données techniques, celles qui vont, par exemple, pouvoir relever de la catégorie du secret des affaires. Et là, je vais avoir besoin de sociétés, de prestataires de services qui seront en capacité de me proposer des coffres-forts numériques, une gestion des habilitations un peu plus sûre, une cartographie, des diagnostics, des plans d'action, etc. Mais l'entreprise, et là tu as raison de le souligner, elle a besoin que peut-être on lui fasse toucher du doigt la valeur de sa donnée, la valeur de son actif informationnel, et elle a besoin, à l'instar de ce qui est mis en place au sein de l'INPI pour les marques, hein, je crois qu'il y a des passes INPI d'environ 4 000 €. On pourrait, ces 4 000 €, pour certains c'est pas beaucoup, pour d'autres c'est énorme, parce qu'effectivement l'entreprise, aujourd'hui la PME en Occitanie, elle a besoin de clients. On est en plein rebond des territoires, elle a besoin qu'on lui fasse confiance. C'est bien beau de faire du click and collect, mais si la sécurité n'est pas assurée, si c'est complètement pour eux, rien ne résistera. Si les clients n'ont pas confiance, si les données des salariés ne sont pas protégées, et si quand je mets ma carte bancaire pour faire mon click and collect ou pour être sur Marketplace, je me vois exposé à un risque de vulnérabilité, je perds confiance et je vais passer aux plus gros groupes qui ont les moyens, eux, de cette mise en conformité. Pour rappel, vous savez en France combien il y a d'entreprises de plus de 500 salariés? Il y en a 2000. D'accord? Donc, pendant des années, les bigs se sont occupés de ces grandes entreprises qui dépensaient, à due proportion de leur chiffre d'affaires, des sommes très importantes. Bon, je pense que si on arrive à mettre en place une offre qui répondrait à certaines premières inquiétudes tout en révélant en parallèle, et ça les institutions sont là, et le travail extraordinaire que fait le colonel Eberron sur ce sujet de sensibilisation et d'information joue un rôle important. Il faut que ça soit toujours en tenaille. Là, dans ce cas-là, on arriverait. Et je pense qu'il y a un alignement des planètes, parce que s'il y a bien une prise de conscience sur la notion du risque et de l'interruption brutale de l'activité, qui est matérialisée ici par la démarche sanitaire, mais qui pourrait l'être pour tout un tas d'autres choses, a permis justement de se dire « Oh, je suis en insécurité sur ce thème-là, je suis en difficulté là-dessus et j'ai un risque à tel endroit ». Mais ça implique aussi de s'arrêter quelques instants pour se poser ces questions. Et je pense que le nœud du problème, il vient de là. D'où l'intérêt d'avoir un système beaucoup plus soft comme un pen test, quelque chose qui viendrait chercher les 10, 15 premiers points, comme on a pu l'envisager à l'époque du RGPD. Mais à l'époque, c'était plus vécu comme une opportunité pour les sachants, plutôt que pour dans une réelle démarche de Non, mais c'est une opportunité pour l'entreprise. C'est-à-dire que ça a été vécu comme une contrainte. Comme l'histoire des commissaires aux comptes il y a 20 ans, et comme la libération que la loi Pacte a le DPO, c'est le commissaire aux comptes de la donnée. Or, il faut aujourd'hui, dans une ère de la transition digitale, où la data, elle est inéluctablement dans la chaîne de valeur de l'entreprise, quelqu'un qui soit en capacité de vous faire passer ce que j'appelle le permis data. Donc, il y a aujourd'hui 76 000 DPO qui sont désignés, Data Protection Officer ou délégués à la protection des données. Il y a un nouveau métier, il y a des nouveaux métiers émergents, il y a beaucoup plus de développeurs en cybersécurité, etc. Ce monde change, donc l'offre, elle va changer. Et il faut peut-être que nos institutions fassent confiance aussi aux opérateurs
locaux. Donc, il y a, dans le bon sens, il y a une réglementation qui arrive, Digital Service Act, Digital Market Act, et il faut s'en féliciter. Il y a des aides fantastiques qui arrivent dans le domaine de la cybersécurité. Jean-Nicolas en sait quelque chose. Donc, aujourd'hui, nous, en ce qui nous concerne modestement pour la PME, on a besoin de monter dans ce train de la data, de comprendre quelle est la nature de l'actif à protéger et de rentrer dans une véritable dynamique d'intelligence économique. Mais la dernière question qu'on va se poser, c'est comment je vais arriver à me la transformer, ma petite PME, en entreprise cyber-résiliente, là où elle se bat modestement pour trouver des clients. Et donc, effectivement, c'est une ligne de cours. Or, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on essaie d'expliquer aux PME comment faire rentrer la data dans la colonne actif du bilan. On en est plus, mais pas que la PME, les collectivités aussi. Comment je fais ? Alors, il y a déjà plusieurs réponses. La première des réponses, c'est... N'aie crainte, Nicolas, je te fais passer la parole. Je te vois t'impatienter. Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est il faut payer un tour pour rien. C'est-à-dire qu'il faut que nos institutions qui ont en charge, depuis la loi NOTRe, le développement économique, je veux parler de la région, soient en capacité d'apporter un élément d'investissement supplémentaire, que ça soit le moins coûteux possible dans un premier temps, et que donc, avec une année ou 2 années, ou en tout cas un projet et une démarche de sauvegarde de son intégrité, de son fonds de commerce, je ne vais pas rentrer dans les détails, sans que ça n'ait un coût prohibitif, puisse pouvoir être enclenché. Ça, c'est la première démarche. Mais en même temps, on peut aussi rentrer ceci dans les standards usuels, exigés. On voit bien désormais que la démarche RSE, que la démarche, donc les ISO 14000, 26000, que ce soit sur le traitement RSE ou sur le traitement, sinon des déchets, en tout cas de tout ce qui est émis, est quelque chose qui devient important. C'est un facteur déclenchant, favorisant dans les appels d'offres. On peut aussi insérer, noter cependant que quand on sous-traite pour des grands groupes, sont exigées des règles fondamentales de sécurité. Donc ça veut dire qu'on doit, sinon présenter un 2701, en tout cas s'être engagé dans une démarche de perfectionnement des standards. Mais la loi est bien faite parce que c'est écrit, c'est l'article 32 du RGPD. Vous devez être en conformité et la négligence est punie pénalement et civilement. Alors, je voudrais redonner la parole à Monsieur Léberon et ensuite à Jean-Nicolas qui piaffe. On est en train de parler de cyber-résilience. Comment je transforme mon exposition au risque en création de valeur ? Le rôle de la gendarmerie dans tout ça ? Mais le rôle, il est de permettre aux chefs d'entreprise d'anticiper en venant à notre contact, en créant une relation de proximité et en allumant les lumières, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à travers nos dispositifs préventifs, on ouvre les chakras et on guide le chef d'entreprise en lui disant, voilà, sur cet aspect-là, c'est vert, sur cet aspect-là, c'est rouge. Donc, c'est là qu'il y a une priorité, c'est là qu'il y a une urgence à agir. Et après, faites-vous accompagner sur ce thème que nous avons identifié, parce que là, tous les signaux sont écarlates. Et c'est là que Jean-Nicolas peut prendre le relais et après proposer des solutions. La gendarmerie vient en premier rideau pour élever le niveau de conscience. Pas plus. Nous restons dans notre domaine avec les moyens qui sont les nôtres. Après, nous reviendrons, mais nous reviendrons pour l'enquête. Et là, on est sur notre domaine. Donc on a l'éveil des consciences en 1, on a la tentative de création de valeur en 2, après avoir sensibilisé les équipes. Et maintenant, Jean-Nicolas, comment je fais de mon exposition au risque une création de valeur ? Ah là là. Alors, tu as beaucoup de sujets dans tout ce que tu as dit, donc je reviens sur un point important quand même, entre la réglementation et le ROI. Et le ROI, retour sur investissement. Et vous êtes dans le cœur du sujet, c'est-à-dire que le retour sur investissement aujourd'hui, il est difficile à comprendre, à moins de réaliser des analyses de risque qui sont, c'est vrai, parfois un petit peu complexes pour les non-initiés. Mais ça ne peut passer, et on l'a vu pour, par exemple, la sécurité des voitures et des transports en commun, c'est que ça ne peut passer que par une réglementation. C'est-à-dire qu'avant le ROI, c'est d'abord la réglementation qui impose et qui fait que les entreprises vont se mettre en ordre de bataille. Donc ça commence à arriver et la RGPD aide là-dessus. Donc réglementation, retour sur investissement, vous êtes dans le cœur du sujet, mais c'est deux choses qui doivent être complémentaires et on ne peut faire avancer les entreprises, on ne peut pas les faire avancer si on n'a pas cette notion de réglementation et les obliger de protéger des données. Et après, pourquoi on a fait ça ? Il faut bien comprendre qu'en fait, vous êtes dans le cœur de la problématique de l'économie mondiale. C'est-à-dire que pourquoi on a inventé le RGPD ? Parce que les Européens ne comprenaient pas que la data avait une valeur.
La clé, elle est là. C'est-à-dire que là où les Google et les autres et les Airbnb sont valorisés beaucoup plus qu'un accord hôtel, alors qu'ils n'ont pas d'hôtel, c'est parce qu'ils ont compris que la data avait une valeur. Donc n'importe qui est en train de découvrir, et les PME aussi, que leur data a une valeur. Donc la RGPD a été inventée pour ça, pour se protéger d'une mainmise de certains GAFAM. Faire circuler la data. Et pour faire circuler la data et pour comprendre que n'importe qui, parce que moi ça m'arrive souvent, hein, quand je discute avec des patrons, ils me disent non mais attendez, moi j'ai rien à protéger, mais je lui dis mais alors votre fiche de salaire, votre compte rendu de conseil d'administration, vos documents commerciaux, oh mais non mais ça c'est pas très grave. Je dis comment ça c'est pas très grave. Et puis après le jour où il a un problème, il se dit ah ouais finalement c'était important. Donc pour eux, parce qu'ils sont tous les jours dans le vif du sujet, c'est-à-dire le nez dans le guidon, ils se disent ça n'a pas de valeur. Mais si, ça a une vraie valeur et ça ils l'ont pas compris. Donc la RGPD est un formidable outil, excuse-moi, parce que ça fait prendre conscience de ça à l'Europe, et puis ça met des contraintes réglementaires. Ça met aussi nos valeurs. On va quand même parler d'éthique et nos valeurs. Oui. C'est-à-dire que le RGPD, c'est aussi la promotion de nos valeurs européennes, c'est-à-dire les données personnelles en tant que prolongement de la personnalité. Là où les Américains en font un bien de consommation, là où les Chinois en font un sujet de pointe. France, ça n'est pas... Tu as tout à fait raison, mais aujourd'hui, si tu demandes aux Français, ils avaient fait une étude, Français européens, ils te disent, est-ce que pour vous, c'est grave de perdre des données personnelles? Tout le monde s'en foutait. Mais on s'en fout parce qu'on est en servilité volontaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face aux friandises tendues par les GAFAM, personne n'a envie de renoncer à son dernier Apple, à son dernier, même à surfer sur Google, à aller plus vite. Aujourd'hui, on est dans une lassitude, c'est-à-dire qu'on oublie, et c'est pour ça, c'est peut-être ça aussi la vraie leçon du règlement européen, c'est aussi peut-être de faire de chacun d'entre nous un véritable acteur de ces données. C'est-à-dire que le droit, l'exercice du droit à l'autodétermination informationnelle, c'est peut-être aussi l'éloge de la modestie, et de se dire ce qu'un homme a fait, un autre homme peut le défaire. Il ne faut quand même pas oublier que c'est Max Schrems, seul étudiant autrichien, qui a quand même abattu le Safe Harbor et le Privacy Shield pour tous ceux qui s'intéressent au transfert des données, mais ça fera l'objet d'une, on va dire, d'une autre séance, entre guillemets, entre nous et de causerie data un peu intense. Aujourd'hui, dans la question que tu soulèves, et tu as tout à fait raison, c'est que les Européens ont aussi voulu modestement leur part du gâteau. Voilà, effectivement, dans la captation de la plus-value associée à l'exploitation des données, sans pour autant renoncer à nos valeurs. Et c'est très positif. Et je te donne un exemple. Nous, on a fait une étude à eTrust et on sait que 1 euro investi en cybersécurité, c'est 40 euros économisés, donc x 40, de pertes ou de problèmes qui n'apparaissent pas. Et tu as des exemples concrets. Hein. Donc la data ou la gestion de la data a une valeur. Et ça, il faut que les gens le comprennent par l'analyse de risque, mais aussi par la réglementation. D'où je reviens sur vos deux points, c'est les 2 points essentiels. Réglementation et retour sur investissement. Réglementation, retour sur investissement, mais peut-être aussi instaurer une autre dynamique. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on dépasse un petit peu quelque part aussi cette question de transition digitale et de se poser aussi la question aussi, ce qu'on appelle le paradoxe viking. Vous vous souvenez tous, quand la NASA a lancé en 1976 les sondes Viking sur Mars, elle a récupéré un grand nombre de données sur les supports qui sont à l'heure actuelle en train de moisir sans que plus personne ne soit en mesure de les lire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rétrocompatibilité, elle a des limites et que peut-être pas sur la sécurité même, mais sur l'utilisation qui va être faite de nos données. Parce que ma question, quelque part, c'est est-ce qu'il ne faut pas repenser la cybersécurité de façon différente? Donc dans l'escalade du risque, dans château fort, autant de châteaux forts, autant de châteaux sable, est-ce qu'on ne doit pas être sur autre chose également? C'est ça la question finale, la croissance pour la croissance, l'exposition, la dynamique zéro trust, elle n'existe pas. Tu rejoins mon exemple de Stuxnet, c'est-à-dire que tu passes d'un modèle de défense périmétrique à un modèle de défense en profondeur. Et c'est ça, c'est le principe de la protection de la data. Tu ne protèges plus les contours de ta boîte ou les contours de ton périmètre, puisque de toute façon les périmètres sont élargis. Tu as les entreprises qui communiquent entre elles. Tu vois bien, on en parle souvent sur Toulouse, mais l'avion, il n'est pas conçu par Airbus, il est conçu à 80% par les sous-traitants, et Airbus lui-même te le dit. Donc c'est des réseaux étendus, ce qu'on appelle l'entreprise étendue, où tu as des ERP, hein, des applications qui se partagent, des plans d'avion qui se partagent. Donc c'est une entreprise ouverte. Et donc on est sur la défense en profondeur et non pas périmétrique. La défense en profondeur, ça arrive à ce que tu dis, c'est je vais protéger la data et avoir presque du DRM sur la data, c'est-à-dire du digital right. C'est comment je la gère, qui a le droit d'en parler, qui a le droit de l'utiliser, qui a le droit de la valoriser. Et ça, c'est un vieux concept d'il y a 10 ans, mais qui va revenir. Mais la question que je vais vous poser à tous, et j'aimerais bien que chacun réfléchisse à cela, dans une société du risque,
Est-ce qu'on ne doit pas apprendre à travailler avec l'imprévisibilité? Est-ce que c'est pas aussi le signe, ça, un petit peu de la société dans laquelle on va évoluer, pour que la confiance partagée soit véritablement le seul vrai refuge contre l'incertitude? Est-ce que ce n'est pas un changement des comportements? Samuel? L'essence même du chef d'entreprise, c'est de prévoir l'imprévisibilité. C'est-à-dire, tous les jours, il fait face à des risques qu'il a plus ou moins identifiés. J'y ai fait référence à plusieurs reprises. Et il doit se dire, dans cette notion d'imprévisibilité, on vient de le vivre. Là, dans le Covid, on n'ouvre pas. Quand ouvrons-nous? Quel est l'impact sur mon activité? Qu'est-ce que je peux prévoir dans cette imprévisibilité? Donc, finalement, tout réside dans le fait de prévoir ce qui n'est pas prévisible. Et je sais que c'est particulier, mais c'est bien le rôle du chef d'entreprise. C'est la raison pour laquelle je dis que tant qu'il n'est pas frappé, on revient encore à la notion de, et à juste titre, pour une entreprise, quand Jean-Nicolas dit c'est de 1 à 40 le rapport entre le risque et l'investissement, oui, pour une entreprise, mais il faut le voir dans l'ensemble du marché. Or, comme il y a une entreprise sur 10 000 ou sur 100 000 qui est frappée chaque année, eh bien, fatalement, dans la masse, le risque est relativement diffus. Je sais que c'est agaçant que je revienne avec cette notion-là, parce que vous êtes dans la démarche du professionnel et dans la démarche de la gestion de la data. Je me dois de vous rappeler l'ensemble des éléments du quotidien que nos entreprises ne peuvent déjà pas respecter et les obligations qui ne peuvent pas, auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Et donc, ceci vient à ce jour, mais il est vrai, il y a quand même des soubresauts et des réveils ici ou là, parfois brutaux. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas un risque intégré comme tel. Et donc, prévoir l'imprévisible, finalement, c'est travailler sur la résilience. C'est-à-dire moins sur la sécurisation des systèmes de la pénétration, mais beaucoup plus sur la résilience, parce que c'est à due proportion le moins cher et avec un rendement et un ROI beaucoup plus élevé. Je voudrais aller dans le sens de Samuel parce que les gendarmes sont des enquêteurs et donc ils se basent sur les statistiques de la délinquance, c'est-à-dire sur les dépôts de plaintes qui les ont à traiter. En 2020, sur la zone de compétence de la gendarmerie en Occitanie, 14 000 chefs d'entreprise sont venus nous voir pour nous dire voilà, j'ai été attaqué, j'ai été victime de. 60% de ces atteintes, c'est de la délinquance acquisitive, des atteintes aux biens, c'est-à-dire du vol, tout simplement. Et ce que l'on qualifie d'atteinte numérique, c'est seulement 20% des atteintes. En tout cas, des atteintes dont nous avons connaissance. Ça m'amène à formuler 2 remarques. Le premier point, c'est que tant que nous n'avons pas une vision claire de la délinquance, on ne peut pas agir de manière efficace. Donc il faut lutter contre ce chiffre gris et lorsqu'on est victime, il faut déposer plainte. Deuxièmement, le numérique est quelque chose d'assez vaste et quelque chose qui aujourd'hui est difficile à appréhender pour le chef d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes façons d'être attaqué. Il y a les tentatives pour lesquelles on n'est pas informé. Il y a des dépôts de plainte qui sont formulés bien loin de Toulouse, en tout cas dans d'autres services. Néanmoins, la justice s'est adaptée, puisqu'il y a maintenant J3 qui prend en compte les ransomware et qui centralise les choses. Pour les ransomware, les unités de police et de gendarmerie se sont spécialisées, puisque à partir du moment où il y a une première attaque avec un ransomware, l'unité qui est saisie la première traitera tous les ransomware de cette famille de manière à gagner du temps et en efficacité. La chaîne cyber de la gendarmerie s'est adaptée et s'est spécialisée, avec en plus une réactivité qui me semble relativement intéressante, parce qu'en l'espace d'une heure, lorsqu'une entreprise est atteinte, on peut à la fois avoir l'intervention par la brigade locale, mais faire appel au C3N, qui est notre pôle d'expertise parisien. Et donc en 1 heure de temps, on peut faire converger les forces pour aider une entreprise. On peut faire appel à des négociateurs, par exemple les négociateurs du GIGN qui peuvent venir en soutien des enquêteurs pour remédier à la situation. Bref, les choses s'améliorent. Néanmoins, le cœur du sujet, à mes yeux, c'est le dépôt de plainte. Et donc, il faut avoir confiance dans le premier allié qui est le gendarme.
qui viendra au soutien de l'entreprise dans la profondeur du territoire. Donc la clé pour faire de mon exposition au risque un facteur de résilience, c'est la confiance, puis ensuite l'innovation. Jean-Nicolas? Oui, mais pas que. Alors, si tu me permets, je vais te donner un exemple. La prévention, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Certes, il faut porter plainte, il faut faire ce qu'on appelle la remédiation ou corriger et puis se préparer au pire, mais c'est quand même la prévention. Si tu veux, aujourd'hui, tu as 99% des attaques qui proviennent de 10 attaques types qu'on connaît très bien, qui sont les mots de passe par défaut. Je te donne l'exemple du pipeline américain qui a été piraté il y a 3 semaines. Backside. Ah, c'était eux, d'accord. Ouais. Je ne sais plus. Il y en a 70 tellement. millions de bénéfices. Ouais, une partie a été récupérée par la CIA, officiellement. Et c'était un mot de passe par défaut d'un équipement. Et si je te redonne l'exemple de Stuxnet, la centrale nucléaire en 2015, c'était le mot de passe par défaut d'un équipement Siemens qui avait permis de détruire les centrales rotatives. Les centrifugeuses, pardon. Donc, et si tu veux ça, alors nous, c'est une étude qu'on avait sortie il y a 3-4 ans, mais tu as une dizaine de failles essentielles qui correspondent à pratiquement tous les problèmes aujourd'hui. Donc, c'est assez facile de s'en prémunir. Il faut juste le faire bien. Donc, c'est de la prévention, c'est de la détection. La détection, pour revenir sur ce que disait Samuel, aujourd'hui, on a des offres de protection dès 3 000 € pour, par exemple, des cabinets de notaires. On arrive à les protéger pour 3 000 € par an. Donc, je pense que c'est des tarifs qui sont tout à fait acceptables. C'est une offre d'ailleurs qui marche très bien, il y en a d'autres, mais celle-là marche très bien. Et après, la remédiation et la préparation à un incident, bon, mais là tu es sur le signe noir, c'est se préparer à un incident et évaluer, d'où l'analyse de risque, évaluer la probabilité que ça apparaisse, et même si la probabilité est très faible, par contre si l'impact est très élevé, il faut l'avoir prévu. Et là, oui, action de remédiation, action de gendarmerie, mais c'est les trois. Et je reviens juste sur une chose que vous avez dit tout à l'heure, parce que c'est très juste, mais il faut faire attention. L'humain est au centre de tout, et effectivement, on dit toujours que le problème, il est entre la chaise et le clavier. Mais attention, ça c'est la base. Mais si tous les humains conduisaient bien, il n'y aurait pas besoin de ceinture de sécurité. Donc la technologie est là pour ça. Et j'embraye sur ce que tu dis quand tu dis innovation, c'est que l'innovation, elle est là justement pour parer à ces problèmes, à ces défaillances humaines qui vont être là pour corriger ou pour identifier un problème. Donc, les deux sont liés. Certes, 90% est un problème humain, mais on a absolument besoin de la technologie pour corriger ça. Pierre-Yves. Moi, je vais continuer un petit peu effectivement dans la lignée de ce qui vient d'être dit par le colonel Le Béron et par Jean-Nicolas. Si on peut éviter les ennuis, c'est très clair, faisons-le. Et c'est pas très très compliqué, mine de rien. La NSSI a sorti un excellent document d'hygiène informatique. Bon, il est un peu épais, je suis d'accord. Gratuit. Mais il est gratuit, il est très bien fait. J'adore les gens de la NSSI en plus. Et c'est vraiment... Enfin, moi, j'estime que même dans les PME, tous ceux qui grenouillent un petit peu autour de l'informatique et du système d'information, y compris d'une PME, devraient au moins avoir lu, survolé ce type de document-là. Parce que on peut évacuer, alors pas à 100%, hein, c'est très clair, mais on peut évacuer pas mal des erreurs les plus classiques qui sont en fait, statistiquement, les portes d'entrée les plus courantes. Les zero day, sincèrement, quand on les voit, c'est rarissime. C'est même pas un signe noir, quoi. C'est un signe noir avec des oreilles d'éléphant et ce genre de trucs-là. Et le plus souvent, c'est plus un truc qui aurait échappé à ses créateurs, ils n'auraient jamais voulu que ça se voit parce que évidemment ça a une valeur phénoménale, que réellement une attaque effective, quoi. Donc se prémunir contre les problèmes. Après, et ça c'est triste, mais c'est effectivement à dire, et là je rejoins Samuel à ce niveau-là, l'ennui il va arriver, et c'est clair que les entreprises sont pas assez préparées. Les chefs d'entreprise, bon, ils ont beaucoup de choses à faire, ils sont pas assez préparés à ce que peut signifier pour eux leur système d'information, quel qu'il soit, hein, aussi simple qu'il soit, quelques ordinateurs et puis tout le reste dans le cloud, ou des trucs aussi étoffés que des très gros systèmes d'information. Ils n'ont pas la conscience de la valeur que ça représente sur leur capacité de travail, leur capacité de production, et donc ils ont tendance à sous-estimer la nécessité de sécuriser ça. Frédéric ? Oui, je suis assez d'accord avec tout le monde. Je pense que tout le monde a un peu raison autour de cette table. Toutes les composantes doivent être prises en compte pour bien se préparer
à une éventuelle attaque, une intrusion, peu importe. L'idée étant quand même que quoi qu'il arrive, on doit avoir déployé le maximum de choses autour de soi, dans son système d'information, sans forcément surévaluer la valeur non plus, parce que les marchands de rêve font aussi leur boulot et veulent faire croire qu'on détient tous des montagnes d'or dans notre patrimoine informationnel et immatériel. C'est pas forcément le cas. Néanmoins, la vie d'une entreprise, c'est essentiel. Elle doit pouvoir perdurer quoi qu'il arrive. Et donc, il faut se protéger par rapport à ça. Et je crois qu'on a décrit assez bien les 3 piliers de formation, de résilience et de protection pour contrer ces phénomènes. Bien, je voulais tous vous remercier. Donc, nous allons faire en sorte que l'humain, qui est le problème, soit aussi la solution, et faire en sorte que notre futur numérique nous appartienne encore. Donc, c'était Franck Charrier pour l'association Dataring. Je voulais vous remercier Samuel Sett, Monsieur Laurent Léberon, Jean-Nicolas Kurtowski, Frédéric Olivier et Pierre-Yves Bonnetin. Ouf. Et à bientôt pour une suite de ces après-midi de la cyber autour de Causerie Data.